Bonsoir, je suis le Starnator D, le Death Dealing. Mon nom est Askin Laclovar et je suis Super Overcheaté of the Dead. Et moi je suis... Pourquoi j'ai cette voix déjà? Je ne sais pas. D'ailleurs la mienne non plus ne fonctionne pas avec mon personnage, mais peu importe. Eh bien je suis Urara Kiske, ancien capitaine de la division 12 et je vais gagner, voilà, hein, je suis le gentil du combat. Je ne crois pas. Tiens, prends ça dans ton œil. Hop. Effets spéciaux. Oh non. Non, je n'ai plus d'œil droit. Que vais-je faire? Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? L'action est à son comble, hein. Attention. Attends 2 minutes. Bam! Bankai, les amis. Bankai. Attendez, Guanyin Biraki. C'était quoi déjà le nom? Ah, j'ai raté l'action, j'ai raté toute l'intensité est retombée. Bon, c'était Guanyin, Biraki, Benime Atarame. J'aurais pu l'apprendre juste avant quand même, hein, bon. Mais attendez, wait a minute. Mais c'est une poupée? Une poupée. Wait a minute. Je viens d'avoir une super idée qui vient de me donner en tête une théorie qui va peut-être me donner la solution de ce qui se passe dans le Bankai, mais je vous le dirai après, je vous la dirai à la fin de la vidéo. Ouais, faut pas déconner, je vous la dirai à la fin de la vidéo. Les amis, après cette introduction phénoménale avec des effets spéciaux dignes de Michael Bay, on va pas se mentir, c'était quand même assez intense. J'ai passé pas mal de temps d'ailleurs dans le montage pour arriver à ce produit final quand même assez impressionnant. Me voici en compagnie de Benime, hein, qui m'a servi à terrasser l'incroyable X-Axis. Mais non, pas X-Axis, Death. Putain. Hein, n'importe quoi, bon. Et donc, nous voici parés pour l'arrivée du chapitre 664 de Bleach, chers amis, intitulé The Gift. Alors évidemment, c'est une référence au pouvoir d'Askin, mais le pouvoir d'Askin, on en a rien à foutre dans ce chapitre parce que la dernière page, les amis, la dernière page nous fait... Mais elle projette ce chapitre dans les hauteurs les plus absolues des meilleurs chapitres de Bleach. Alors bon, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ce Bankai, c'est exactement comme celui de Kyoraku. Il y a une hype qui est tellement énorme. Je vous assure que quand j'ai vu le chapitre, enfin non, quand j'ai regardé la 17e page, quand j'ai vu le mot Bankai, si vous voulez, je savais que ça allait arriver à un moment ou un autre, Urara allait passer en mode Bankai. Mais, ça ne voulait pas dire que ça se ferait aussitôt dans le combat. Moi, je m'attendais pas à ça. Et on nous fait exactement le même truc, Kubo nous refait le même schéma, il nous spamme le Bankai comme celui de Kyoraku à la fin d'un chapitre, le dernier je crois que c'était le chapitre 648, non c'était le 647, et à la dernière page on avait donc Kyoraku qui disait « Bon allez, faut plus que je déconne, allez hop, Bankai !» Et là il mettait ensuite la grande page avec marqué Kuromatsu Shinju. Et là c'est exactement pareil, on a donc Urahara qui dit, qui dit rien d'ailleurs, qui dit juste Bankai, et ensuite la page suivante c'est la grande page avec l'image de son Bankai. Mais je vais pas non plus très trop dans les détails, je vais essayer de faire une petite review sympa avant de parler du Bankai. Bon. Premièrement, donc, on a un aperçu du Volt Standing d'Askin et on a en fait des explications. D'ailleurs, le chapitre, ça n'est pratiquement que ça, mis à part donc effectivement donc, le Bankai de Urahara. Le chapitre est donc assez simple, hein. On a premièrement le Volt Standing d'Askin, bon voilà, développement d'Askin, d'ailleurs c'était plutôt bien fait ça, et je vais y revenir, et Urahara à la fin qui spamme son Bankai. Enfin, qui le spamme pas, qui déclenche son Bankai. Premièrement, donc, le Volt Standing d'Askin, en fait, c'est tout bonnement un power-up, hein. C'est, comme on avait vu, hein, sa Gift Ball, qui est une Gift Ball Deluxe, hein, donc, elle est plus grosse, et c'est devenu une espèce de zone, en fait, une zone sphérique, et donc, dans laquelle, évidemment, tous les gens qui se trouvent à l'intérieur de la zone, se font... capturer dans les pièges de substances et de poison de notre ami Askin. J'allais encore l'appeler X-Axis, hein. J'ai des problèmes avec les Starnators en ce moment. Donc le Volt Standing s'appelle Ashine. Et effectivement, il est un petit peu trop cheaté, je trouve, parce que c'est un petit peu encore la continuation de ce que mettait en place Kubo avec ce personnage, c'est-à-dire un personnage qui a réponse à tout à chaque fois qu'il est mis en difficulté. C'est genre, oui, mais t'inquiète, justement, je suis capable de contrer ton pouvoir avec mon propre pouvoir. Bon, à un moment,
j'adore quand il y a du répondant, mais quand c'est exactement, regardez par exemple, j'ai une super épée qui permet de transpercer absolument tout ce qui existe dans le monde. Et l'ennemi c'est mais j'ai un super bouclier qui permet justement de résister à tout ce qui peut transpercer tout dans le monde. T'as envie de dire bah ouais ok génial mais ça sert un petit peu, comme disent les anglais c'est convenient. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ça mais je dirais c'est commode, voilà, on a l'impression que bon voilà, c'est un manque d'originalité. Mais bref. Justement, là, c'est un petit peu ennuyeux parce que, voilà, on avait Yoruichi qui balance qui spamme sa technique là de chat et qui, justement, a un Reiatsu changeant. Et c'était justement le problème d'Askin. Et Askin, en vol standing, est capable d'analyser la structure de tous les Reiatsu, enfin, 48 par seconde, 48 Reiatsu par seconde. Enfin bref, toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vol standing de Askin lui permet bon bah enfin voilà, d'être immunisé à absolument tous les Reiatsu. Finalement, c'était pas vraiment utile le passage avec Yoruichi, quand on y pense. On est revenu au même point finalement. Faut penser un petit peu à ça. Yoruichi, son passage, on peut très bien l'enlever. Ça ne sert à rien. Par contre, c'est super cool, hein, je l'enlèverai jamais, mais voilà, donc peu importe. Passons un petit peu à la suite. Donc, aussi, un truc génial, Askin, il est hilarant parce que, encore une fois, il brise le 4ème mur de manière très brillante. Il explique tous ses pouvoirs, en fait, hein, et vous savez que c'est un truc classique de Kubo, mais c'est classique, à chaque fois, il y a un chapitre. Rappelez-vous, c'est le chapitre 646, je crois, où Kyoraku expliquait tous ses pouvoirs à notre ami le X-Axis. Mais là, il y avait peut-être du sens parce que, comme on sait, les pouvoirs de Kyoraku fonctionnent sur le principe des jeux. Et donc, il était possible que pour que son opposant soit pris dans son Shikai, et en fait, il fallait qu'il connaisse les règles. Donc, ça pouvait faire du sens. Mais là, en fait, c'est juste, et d'ailleurs, il l'admet, Askin admet à Urahara qu'il lui explique en gros ses techniques. Ouais, je vais t'expliquer mon vol standing, comme ça, de toute façon je vais gagner, donc bon, hein, autant que tu crèves avec un petit peu plus de connaissances, voilà. Donc je suis sympa, je t'explique mon vol standing, puis voilà, c'est cool. Voilà, donc on a vraiment l'impression que là, bon bah, Kubo n'a plus de limite, et il admet carrément que c'est juste pour expliquer, et c'est cool, on en a besoin aussi, parce que j'adore aussi dans Bleach, c'est un des mangas, je trouve que les pouvoirs sont les plus compliqués, peut-être avec Hunter x Hunter d'ailleurs. Mais enfin bon bref, donc c'était assez hilarant cette manière de dire bon vous voyez, je sais que vous en avez marre à chaque fois quand je fais des chapitres qui ne concernent que des explications de pouvoir, mais là je l'admets complètement, j'assume. Et d'ailleurs Askin dit à un moment ah mon explication est peut-être un peu trop longue et on a envie de dire oui, elle est trop longue. Donc voilà, et voilà, c'est littéralement un monologue en fait. Hein. Askin, je crois pour à peu près les 10 premières pages, c'est carrément un monologue de lui parlant de son vol standing. Donc c'est assez drôle quand on prend avec un second degré. Mais en même temps, c'est vrai que c'est chiant. On a envie de dire, bon, il y a un moment, c'est quand même un procédé qu'on connaît. Voilà, bon, explique-le plus rapidement, et puis voilà. Bref, ensuite, bon bah j'aimerais juste dire un petit peu comment fonctionne son vol standing parce qu'on a en fait des petites techniques qu'il dispose, dont il dispose. Bon, premièrement, la Give Ball de Lys, bon, c'est l'espèce d'immense zone dans laquelle a été prise Urahara. On a ensuite quelque chose qui s'appelle Bereich ou Bereich, je connais pas du tout comment on se prononce l'allemand, mais en fait c'est une espèce des espèces de sauts qu'il dispose sur sa zone en fait, hein, sur la zone, et qui permet en fait, si j'ai bien compris, de sceller la personne qui se trouve à l'intérieur, ce qui fait qu'elle ne pourra plus en sortir. Ensuite, il a une autre technique qui s'appelle Gift Ring. En fait, il se munit de cette espèce de bracelet qu'il a aux pieds et aux jambes. Aux pieds et aux poignets. Et aux chevilles et aux poignets. Et donc, il la projette sur Urahara. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile. Parce que tout le pouvoir du Death Dealing correspond en fait, ça se fonde sur le principe des poisons et de la dose létale. Vous voyez, donc le principe d'une dose létale, c'est du style si j'augmente la concentration d'hémoglobine, je sais pas quoi, dans ton sang, ou la concentration de plasma, ou je sais pas quoi, bah tu vas crever parce que au-delà d'une certaine dose ou en deçà d'une certaine dose, les substances peuvent être à la fois soit elles peuvent être bénéfiques, soit mauvaises, néfastes pour le corps. C'est le principe de tout poison, hein, vous savez, hein, beaucoup de poisons sont des médicaments hein, quand on les fait à petite dose et sont des poisons du coup hein, quand on les renforce quoi, quand on les met à forte dose. Donc voilà, et là le Gift Ring c'est juste en fait un putain d'anneau
qui balance et qui fait exploser les parties du corps qui sont visées. Et c'est juste un putain de shuriken de Reishi, enfin c'est ça, c'est pas... Je veux dire, il l'explique un petit peu en disant oui, c'est parce que je le mets ça et ça fait exploser, enfin ça concentre le pouvoir du death dealing et du coup quand ça va sur tes organes, ça provoque une mort instantanée. Oui mais enfin bref, si t'aurais un shuriken de Reishi, comme je l'ai dit, ça aurait exactement le même effet. Bon j'exagère un peu parce qu'effectivement ça s'explique, ça a du sens. Mais je trouvais que c'était un petit peu un ass-pull de la part de Kubo, c'est juste, voilà, il voulait lui donner une petite attaque offensive. Et d'ailleurs, cette attaque était plutôt cool parce qu'on a vu un Urahara qui était complètement en difficulté là pour le coup. Enfin, il est born quoi maintenant, il est comme Kuraku. Ensuite donc enfin je dirais qu'on a un développement un peu plus accru du personnage d'Askin et en fait par le développement, enfin la découverte de ses intentions réelles en fait. Et c'est vrai, c'est assez intéressant de voir ça parce que enfin on a un Stern Ritter qui n'est pas juste un gentil toutou qui obéit à Bak et je trouvais que c'était bien parce que c'est un personnage assez humain qui est à la fois curieux, Askin comme on l'a vu dans le chapitre, hein, il dit bien je suis curieux de voir ce que va faire Joabak après avoir détruit les trois strates de la réalité. Mais donc Wekamundo, monde vivant, monde réel et Soul Society. Et surtout, je trouvais que voilà, on l'a vu que Askin il avait peur de Joabak. Hein, à un moment, on le voit très bien quand Joabak passe en mode dieu, là, en mode voilà Soul King. Il a vraiment peur de lui et donc ça fait de lui quelqu'un d'assez humain. Et il est assez impressionné par ça. Donc il se dit bon, il est conscient que Joabak c'est quelqu'un de dangereux, mais en même temps il est aussi ce côté curieux. Qui fait lui un personnage qui ressemble pas mal au lecteur en fait, je trouve. J'ai toujours dit Askin c'est quelqu'un qui est très, comment dire, similaire à ce que peut être le lecteur à la lecture de Bleach. Regardez ses interactions, vous verrez qu'à chaque fois enfin, voilà, il est assez unique comme personnage, c'est plutôt cool. Et donc voilà, le fait qu'il ait sa conscience pour lui, qu'il ait quand même des intentions personnelles, je trouve que ça rajoute de la profondeur à ce personnage. Et voilà un vrai méchant, voilà quelqu'un, enfin un vrai méchant, voilà un vrai personnage. C'est un vrai personnage construit de A à Z avec un développement, avec des intentions, avec des désirs personnels. C'est pas juste un mec qui sert de faire valoir un gentil. C'est ce que je reprochais à Fairy Tail dans ma dernière review. Bien voilà, là on a quelqu'un qui est quelque chose dans le manga. On s'en souviendra autrement que dans les combats. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis aussi quelque chose de cool, c'est qu'enfin on a un méchant qui n'est pas arrogant. Askin n'est pas arrogant. À chaque fois vous voyez, à chaque fois il dit ah putain toi t'es fort, la vache, moi je pense que je vais pas y arriver. Rappelez-vous face à Nimaya, il avait admis qu'il avait sous-estimé Nimaya. Maintenant face à Urahara, il lui dit lui-même hein, t'es trop fort, je peux pas te laisser vivre, donc je vais simplement spammer des techniques de bâtard pour te vaincre. Donc voilà, c'est bien, c'est pas un mec qui dit haha, je suis le mec le plus puissant, je suis l'apôtre. Donc voilà, c'est pas un mec qui spam, qui arrête pas de prêcher sa puissance auprès de tout le monde, un petit peu comme l'avait fait le ZX Axis. Un petit peu à raison, parce que c'est vrai que ZX Axis était très puissant, et le fait même qu'ils soient encore vivants le prouve. Ensuite, donc, on a un petit hommage à Mayuri, j'ai vraiment aimé ça, et je trouve que, voilà, c'était génial, parce que ça fait 2 fois qu'on a un petit peu un discours sur les scientifiques. Premièrement, c'était avec Zayel, et deuxièmement, c'était avec Mayuri lui-même, après sa victoire, quand il était dans le container, hein, quand on l'avait placé dans le container. Et en gros, Zayel lui avait dit que les scientifiques c'était des gens qui devaient toujours aller de l'avant, toujours ne jamais se satisfaire de ce qui est du présent et toujours chercher en fait, chercher à perfectionner tout le temps. Et donc voilà, ça c'était une première chose. Et ensuite on avait un petit peu, c'était un moyen de comprendre un petit peu comment fonctionnait Mayuri. Et ensuite Mayuri avait lui-même, c'était lui-même un peu développé dans ce truc-là, en disant qu'il avait en fait réussi enfin à dépasser Urahara. Et ensuite, un peu auparavant aussi, on avait appris via le flashback avec Akon que en fait son rêve c'était de créer la vie à partir de rien. Et là, nailed it, Urahara, il l'a bien dit, il a exactement compris son pote, ce qui prouve qu'il connaît bien le gars quand même. Il dit en gros très clairement Urahara, même si effectivement donc Askin et Mayuri pourraient avoir des atomes crochus et pourraient très bien s'entendre sur certains points, Mayuri c'est quelqu'un qui aime créer les choses à partir de rien, qui aime voilà faire tout lui-même, créer à partir, voilà, faire table rase de tout ce qui peut, de ne pas être opportuniste en fait si vous voulez. Et là c'est exactement une référence à ce que comment c'est conclu en fait le combat contre Pernita. C'est vraiment exactement ça, vraiment bravo Kubo pour avoir fait ce lien. Et en plus ça montre la relation entre Urahara et Mayuri, le fait qu'à la fin du combat Mayuri avait évoqué Urahara et que Urahara dans son combat évoque Mayuri. Je trouvais que c'était très intéressant, très chouette. Et ça montre que les deux voilà, ils sont quand même assez, ils se connaissent bien quoi, voilà. Donc voilà, et ensuite dernier point, et donc c'est le Bankai. Alors le Bankai, hein, c'est Ganin,
Biraki Benihime Atarame. Donc Benihime c'est le nom de son Shikai, hein, bien sûr, donc c'est la princesse écarlate. Et donc la traduction française qui a été donnée dans Manga Stream, vraiment sur les scans, hein, c'est Inquisition de la princesse écarlate des portes d'Avalokitesvara, ou Kitesvara, Avalokitesvara. Au début j'étais là, j'ai fait what, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais un petit peu la même réaction que quand j'avais vu Kuromatsu Shinju, voilà, c'était un peu pain noir, suicide, double suicide, enfin bref, c'était assez bizarre. Mais finalement, quand on regarde chaque mot un petit peu, chaque mot en fait, on comprend un petit peu où est-ce que Kupo veut vouloir nous mener en fait. Peut vouloir nous mener. Et en fait, alors premièrement, Ganin, en fait, c'est un bodhisattva, c'est une bodhisattva d'ailleurs, hein, c'est le nom de... En fait, bodhisattva, ce sont les bouddhas qui restent, ce sont les sages en gros, hein, qui restent auprès des hommes avant de parvenir à leur propre éveil, qui feront d'eux des bouddhas dans le bouddhisme, hein. Et bien en fait, les bodhisattvas sont ceux qui restent auprès des hommes, ces espèces d'ermites en gros qui, avant de passer dans le nirvana, avant d'accéder voilà, à l'éveil, et bien ils restent auprès de leurs semblables afin de les aider à eux-mêmes aller vers l'éveil. Et donc du coup, donc c'est ça un bodhisattva. Et donc Ganin est une bodhisattva, je dis une parce que c'est très rare dans le bouddhisme chinois en fait, que ce soit des femmes qui soient des bodhisattvas ou des bouddhas en fait, c'est souvent des hommes la plupart du temps, et ce bodhisattva est divinisé et féminisé en fait. Et donc voilà, donc c'est assez rare, faut le noter, et évidemment ça fait référence à la princesse écarlate, hein, donc c'est le Bankai d'Urahara. Avalokitesvara en fait c'est une traduction qui a été faite à partir de Ganin parce qu'en fait c'est la même chose que Ganin. En fait Avalokitesvara c'est le nom qui a été donné à cette divinité dans le bouddhisme indien tout simplement. Donc on a ici tout simplement la référence à un bouddha, enfin un bodhisattva qui est c'est assez peu clair finalement parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire finalement. Avalokitesvara ou Ganin est connu pour être alors soit donc là, bon je veux dire là parce que il s'agit de la princesse, hein, parce que sachant qu'Avalokitesvara c'est une divinité mâle en fait, hein, il n'a pas été féminisé dans le bouddhisme indien. Mais donc cette bodhisattva, elle incarne en fait la compassion et donc c'est exactement ce qui concerne en fait les bodhisattvas, c'est-à-dire qu'ils sont compassionnels envers les humains et donc du coup ils restent parmi eux pour pouvoir les aider. Et en fait, donc donc Avalokitesvara est lui rattaché à la miséricorde. Donc on a deux notions de concept, c'est compassion et miséricorde. Donc compassion plus exactement dans le bouddhisme chinois et miséricorde dans le bouddhisme indien. Mais enfin bon, c'est à peu près la même chose en fait. Hein. Voilà, c'est le fait d'essayer de se sacrifier, en fait, sacrifier son propre éveil pour les autres en fait. Bon. Et voilà, se mettre à la place des autres. Donc il y a également une traduction anglaise qui disait qui remplaçait ces mots-là par canon en fait, canon, K-A-N-2-N-O-N, et en fait c'est tout simplement la même divinité au Japon, hein. C'est une divinité d'un culte marial, c'est-à-dire chrétien au Japon, hein. Et pareil, donc c'était à peu près la même chose. Ça correspond à peu près à la même chose. Donc trois noms pour désigner à peu près la même divinité et le même concept qu'elle préserve. La dernière chose que je pourrais dire, alors bon, deux choses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Finalement, le bodhisattva de la compassion, c'est quoi son job? Et ben, son job, c'est de libérer en fait les âmes de la souffrance des corps en fait sur la terre. Et on pourrait imaginer dans le thème des Shinigami, voilà, libérer les âmes, qu'est-ce que ça pourrait bien nous indiquer? Bon. Deuxième chose, bon c'est une question ouverte, hein, à vous de voir, je sais pas, mais bon il y a ce concept de libération des âmes. Deuxième chose, est-ce que l'apparition derrière Urahara, la grosse poupée en fait, je dirais poupée, je vous expliquerai pourquoi je dis poupée en fait, la grosse figure qui apparaît derrière lui, est-ce que c'est comme pour Kyoraku, c'est-à-dire l'esprit de son Zanpakuto qui apparaît derrière lui, comme c'était avec Katen Kyokotsu, hein, avec Ohana qui était apparu, et ensuite Okyu qui était apparu, donc les deux, hein, la femme et la jeune fille qui étaient apparues, et qui n'étaient pas visibles de la part, enfin on verra bien dans le prochain chapitre d'ailleurs, hein, si Askin est capable de voir la grosse figure en fait, hein, de Benihime. Mais voilà, donc est-ce que, ou alors, parce que X-Axis n'était pas capable de voir Katen Kyokotsu en fait, je vous le rappelle. Donc voilà, est-ce que c'est juste un esprit ou est-ce que, alors donc si c'était l'esprit, je serais vraiment très content parce que enfin on a de toute façon on l'a, ça y est, hein, la représentation canon officielle de l'esprit du Zanpakuto
Urara. Et franchement, c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps parce que Benehime, c'était vraiment quelque chose. Enfin, c'est la princesse écarlate, c'est quelque chose d'assez joli, assez poétique. Et je voulais vraiment, il y a plein de fanarts qui mettent Urara à côté de personnes un peu comme ça, habillées en rouge, hein, des princesses un peu à la japonaise. Et voilà, et donc voilà, j'attendais vraiment de voir ça. Et j'étais très déçu de ne pas l'avoir vu dans l'arc des Zanpakuto, donc l'arc filler des Zanpakuto. Mais je dis filler, finalement, ça n'a plus vraiment de sens parce que rappelez-vous, c'était Kubo qui avait dessiné les Zanpakuto, les esprits de Zanpakuto. Et on a eu donc Katen Kyokotsu qui étaient les deux esprits qu'on a retrouvés ensuite, qui étaient dans l'arc des Zanpakuto et qu'on a retrouvé ensuite dans l'arc, dans cet arc-là, donc dans le manga. Donc finalement, si on avait une des Benihime, elle aurait été canon. Donc là finalement, on a cette espèce de princesse que j'imagine avec un manteau rouge écarlate, une robe écarlate comme ça. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué, ce sera mon dernier point, au niveau de ses bras, déjà ses bras sont bizarrement placés en fait, on a l'impression qu'elle se tient comme un automate, un petit peu comme une poupée en fait, et surtout je dis ça parce que au niveau de ses jointures en fait, regardez, c'est des espèces d'articulations artificielles, on a l'impression. Ce n'est pas humain, évidemment c'est pas humain, mais c'est pas une forme humaine, c'est une forme plutôt artificielle, ça donne cette impression là. Donc est-ce que la poupée finalement ce serait réel, serait une apparition? Est-ce que le Bankai de Urara serait une invocation de cette grande poupée, de ce grand automate, et donc est-ce que finalement cette poupée ce n'aurait pas une vocation à manipuler, parce qu'on sait que vous voyez que les poupées c'est justement ce qui est manipulé, vous voyez ces espèces de vieilles poupées avec les fils. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Je ne sais pas, je ne crois pas, parce que finalement le thème était assez peu relié à ça, avec Avalokitesvara, enfin Ganin, et puis même toutes les théories de Bankai qui pouvaient être liées à Urara. En tout cas, bon bah voilà, c'est à peu près là-dessus que je terminerai la review. Et bon bah voilà, si vous voulez, j'ai pas tant de théories, de nouvelles théories que ça, simplement des questions. Premièrement, est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est une grande poupée? Et est-ce qu'il y a un lien avec la compassion de Ganin? Très sûrement, à mon avis, je pense que c'est vraiment lié à ça. Et donc voilà, donc c'est là-dessus que je terminerai la review, les amis. Faites-moi part de vos impressions sur ce Bankai et faites-moi part de vos théories dans les commentaires. J'en attends vraiment beaucoup et j'espère que vraiment qu'on va avoir un super Bankai. J'avais bien aimé le Bankai de Kyoraku, même si c'est vrai qu'il était un petit peu compliqué à comprendre et un petit peu hasardeux en fait. Et j'espère encore d'ailleurs qu'on reverra ce Bankai, peut-être contre Bag dans le combat final. Et peut-être qu'on en verra un peu plus. En l'occurrence pour Urahara, c'est un des plus grands Bankai qu'on attendait. Je dirais que moi j'attends ensuite celui de Shinji, le nouveau d'Ichigo et celui, alors d'Aizen si possible, et évidemment celui d'Ukitake si jamais il est pas mort, et aussi celui d'Isagi, tiens j'aimerais bien voir parce qu'on sait qu'il a un Bankai désormais, donc voilà. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao.